Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du dimanche 10 mai 2020. Ce soir, nous avons comme invité le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, le général Mohamed Abali Salah. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et c'est moi de vous remercier pour l'occasion. Nous reviendrons à vous dans un instant. Dans l'entame de cette édition, dans le cadre de l'application des mesures relatives à la mise en quarantaine de la ville de N'Djamena, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abali Salah, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu au poste de contrôle de police de l'entrée et sortie du nord et du sud de la capitale. Objectif, constater de visu l'application de ces mesures préventives contre le coronavirus. Précision avec Mohamed Suleiman. La ville de N'Djamena est mise en quarantaine. La pandémie de Covid-19 oblige. Ainsi, les ministres délégués à la présidence chargés de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abali Salah, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu au poste de police de l'entrée et sortie nord et sud de la ville de N'Djamena. Objectif, constater de visu l'application effective de cette mesure gouvernementale. Le constat est réel. Nous sommes au poste de police de l'entrée et sortie nord de N'Djamena. Ici, les mesures de mise en quarantaine de la ville de N'Djamena sont respectées à la lettre. La circulation est aux arrêts, sauf les véhicules de transport de marchandises et de bétail qui sont autorisés par le gouvernement circulent. Après le poste de contrôle de l'entrée et sortie nord de la capitale, cette délégation s'est rendue au rond-point du palais du 15 janvier où le ministre a distribué lui-même des masques de protection aux citoyens. Le poste de police de Toukra a constitué la dernière étape de sa descente. Le même constat a été fait par la délégation. Ce n'est pas tout, le ministre a exhorté les éléments de la sécurité à veiller au respect strict des ports de masques de protection par la population. Tous les contrevenants à l'arrêt instituant le port des masques de protection seront punis par les textes en vigueur, précise le procureur de la République. C'est cette mise en œuvre de ces mesures qui nous ont amenés à accompagner le ministre de la Défense pour faire le tour et voir de visu l'exécution des mesures prises par le gouvernement pour la protection de la population. Donc nous sommes satisfaits, quand bien même que ce n'est pas respecté à 100%, mais nous espérons qu'avec l'entrée en vigueur de ce dernier arrêté, qui va faire à ce que les récalcitrants, les contrevenants à la contravention donc, du règlement, imposant le port de masques, vont être frappés de peines de paiement des amendes forfaitaires. Pour le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, l'application de ces mesures est effective. Vous savez, dans le cadre en fait de lutte contre le coronavirus, c'est-à-dire ou bien la lutte contre la propagation du coronavirus, le gouvernement a pris des mesures barrières, c'est-à-dire des mesures qui empêchent en fait la multiplication des malades ou bien propagation de maladies en fait de coronavirus. Et ces mesures, c'est les forces de défense et sécurité sont chargées de l'applicabilité de ces mesures. Et les dernières mesures sont celles de la mise en quarantaine en fait d'une manière ou d'une autre la ville de N'Djamena et l'obligation de port de masques. On a fait quelques ronds-points, en fait quelques points en centre-ville pour constater des visites. Et pour moi, c'est une satisfaction parce que j'ai constaté que plus de 90% de la population respectent ces mesures, surtout celle de port de masque. Quelques personnes négligeant cette mesure, nous avons aussi donné ce matin, conformément à notre code pénal, que toute personne ne respectant pas cette port du masque doit payer 2000 francs et aussi il peut aussi être emprisonné jusqu'à 15 jours, conformément à nos textes. Et concernant les barrières
nous avons, au début, nous avons eu quelques plaintes, certainement de certaines personnes qui vivent ou bien qui travaillent en dehors des points indiqués, mais nous avons fait comprendre que ce n'est pas une question administrative, mais c'est une question d'ordre sécuritaire. Et nous avons choisi des postes qui facilitent à nos forces de défense et sécurité de contrôler en fait les alentours de N'Djamena. Mais ce n'est pas une question administrative. Et là aussi, nous avons constaté que la population a commencé à respecter ces mesures. Et nous avons aussi constaté le gros porteur pour les marchandises et tout ça, comme nous avons bien énuméré dans l'arrêté conjointe, sont autorisés à entrer en N'Djamena. Le général de corps d'armée, Mohamed Abali Salah, a en outre encouragé et remercié les agents de la sécurité pour le travail abattu dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Voilà, monsieur le ministre, c'était là le reportage concernant votre sortie pour constater de visu l'application des mesures prises. Alors, je reviens à vos premières questions. Depuis la première contamination du coronavirus au Tchad, plusieurs mesures ont été prises justement par le gouvernement pour freiner la propagation du virus. Il s'agit entre autres de l'interdiction du transport interurbain, des attroupements et l'organisation des diverses cérémonies. Peut-on dire aujourd'hui exactement que ces mesures sont respectées? Merci madame. Je veux profiter de l'occasion pour remercier en fait la chaîne pour cette occasion qui nous donne souvent pour échanger sur nos activités, les activités dans notre département. Pour vous rappeler que le gouvernement n'a pas pris les mesures lorsque nous avons constaté en fait la maladie, mais le gouvernement a pris les dispositions nécessaires avant que la maladie soit en fait déclarée ou bien le cas au Tchad. Et ces mesures sont d'ordre préventif et comme nous les appelons des mesures barrières. Et vous savez que notre chance est que cette maladie n'a pas commencé par l'Afrique ni par le Tchad, mais dans les grands pays où ces maladies ont fait rage, nous avons constaté que c'est seulement par des mesures d'hygiène préventives. C'est avec ces mesures qu'on peut pour l'instant en fait contrôler sa population contre le Covid. Parce que jusqu'à là, nous n'avons pas de remède. Aujourd'hui, Dieu merci, avec ces mesures que nous avons prises, les fermetures des barrières, en fait les fermetures des frontières, l'arrêt de vol des avions, éviter l'attroupement des personnes dans les bus, je pense que ça a joué sur l'effet de cette maladie. Aujourd'hui, je peux vous dire que les mesures sont appliquées et plus, depuis que nous avons constaté quelques cas, la population cherche, en fait, il commence à appliquer de plus en plus. Mais au début, vous savez, la population, comme nous n'avons pas eu de cas, nous avons eu des difficultés pour faire appliquer. Et c'est pour cette raison que nous avons impliqué la société civile, les religieux et tout ça pour faire des sensibilisations, pour dire, écoutez, il faut qu'on prenne garde, la maladie va venir, et ainsi de suite. Aujourd'hui, depuis que quelques cas sont déclarés et nous avons constaté quelques morts, nous avons constaté que les premières mesures sont appliquées presque à 100%. Ok, depuis le 8 mai dernier, monsieur le ministre, la décision instituant le port obligatoire des masques pour la province de N'Djamena est fortement recommandée dans les provinces. Quelle évaluation faites-vous? Oui, vous savez, le port des masques, juste après cette date, en fait juste avant cette date, le gouvernement a voulu rendre le port de masque obligatoire. Je me rappelle bien, c'est le chef de l'État qui a pensé et qu'il faut mettre à la population des masques avant de les rendre obligatoires. Et vous savez, quelques semaines, quelques mois, on a surseoir cette mesure et par la suite, aujourd'hui, nous constatons que le port des masques est à la portée de la population. Et plus la maladie prend ampleur, et plus il faut pour éviter, nous sommes revenus sur cette mesure et que le port des masques est obligatoire. Et aujourd'hui, comme nous avons suivi avec vous tout à l'heure à la télé, nous avons fait moi j'ai fait en fait quelques sorties avec les responsables sécuritaires. On s'est rendu compte que la plupart de la population ils portent déjà les masques.
Et moi, j'ai constaté, même juste avant même le rendre, depuis que la maladie commence à faire parler, les gens ont commencé à déjà porter des masques. Mais néanmoins, nous avons constaté quelques négligents, je vais les appeler négligents, parce que moi, par exemple, ce matin, au rond-point de rue de 40, j'étais là, je voyais quelqu'un venir, il s'approche des forces de défense et sécurité, ils enlèvent le masque, ils portent, et quand ils traversent, il l'enlève. Donc, ça veut dire que ces gens, ils sont inconscients. Parce que le port de masque, c'est pour eux, pour la santé de la concernée. Donc, c'est pour cette raison, comme le procureur l'a souligné tout à l'heure, conformément à nos textes, c'est-à-dire le code pénal, nous avons pris au niveau département un arrêté pour rendre, en fait, celui qui ne porte pas le masque, nous avons mis un forfaitaire, en fait, une amende forfaitaire de 2000 francs, un emprisonnement jusqu'à 2 semaines. Donc, ce matin, nous avons rendu public l'arrêté. Et dans l'après-midi aussi, ça a changé. Moi, je venais sur le rond-point, tout le monde a commencé déjà. Parce que donc tout ça, c'est pour comment nous voulons utiliser tous les moyens pour que toute la population porte le masque. Nos services médicaux ou bien notre structure scientifique nous a fait savoir que le port de masque contribue énormément pour en fait, éviter cette maladie. Ok, monsieur le ministre, c'est une très bonne initiative, mais est-ce que vous pensez que ces masques-là sont suffisamment disponibles et surtout à la bourse de tous? Oui, je suis d'accord, disponible, oui. Parce qu'aujourd'hui, le masque, c'est pas seulement les masques chirurgicaux. Nous avons même mis en contribution notre structure qui est le MANEM, où nous avons fabriqué plus de millions de masques pour la population et même les autres tailleurs. Et nous avons fixé, le gouvernement a fixé le prix à 200 francs. Mais moi j'ai vu aujourd'hui des masques moins de 200 francs. C'est-à-dire que tous les tailleurs commencent à concevoir. Et est-ce que ces genres de masques-là sont vraiment bien? Oui, sinon nous n'allons pas les mettre et nous avons demandé l'avis pas seulement du Tchad mais dans toutes les... D'ailleurs c'est plus mieux, pourquoi? Parce que ces masques, d'après les services scientifiques, peuvent être lavés et reportés. C'est différent des masques médicaux qu'on les jette. Concernant les bourses, madame, je pense que les masques c'est à 200 francs. Aujourd'hui, le port des masques n'est pas du luxe, c'est une obligation. C'est comme ce que tu manges le matin, le soir. Je pense qu'il n'y a pas une personne aujourd'hui qui ne dépense pas 200 francs par jour du matin au soir. Il y a aussi les enfants, peut-être, monsieur le ministre. Oui, quand je dis par jour, ça veut dire les masques, c'est une seule fois. Aujourd'hui, tu peux acheter 2, demain tu peux acheter 2. Et je pense que vous n'êtes pas obligé que tous les enfants, toute la maman, les papas sortent ensemble. Et nous pensons qu'avec les 200 francs, c'est possible. Peut-être, au début, les gens négligeaient. Et si l'État est derrière, si les forces de défense et de sécurité sont derrière, et si nous prenons des mesures, tout ça, c'est pour pousser la population à les porter. Et donc, aujourd'hui, les masques sont disponibles, c'est une bonne chose. Et le prix pour nous est raisonnable, parce que 200 francs c'est raisonnable. Donc on est obligé de forcer à la population de porter. Quand je dis forcer, c'est-à-dire amender ceux qui ne portent pas et contrôler de temps en temps et suivre pour que la population porte cette masque. Ok, monsieur le ministre, la décision instaurant le couvre-feu mise par la lutte contre le Covid-19, cette décision a-t-elle également contribué à instaurer la sécurité au sein de la population tchadienne? Oui, c'est vrai. En fait, aujourd'hui, vous savez qu'à partir de 20h, il n'y a pas d'activité, surtout dans les grandes villes comme N'Djamena ou dans les provinces. Donc, vous savez que la plupart des dégâts que nous constatons avant, le vol à main armée, en fait, les accidents, ça a diminué, vraiment ça a diminué. Et nous pensons que vraiment cette mesure, à part l'affaire de Covid, a contribué à la sécurité. D'accord, monsieur le ministre. La dernière mesure faisant état de l'isolement de la ville de N'Djamena crée des problèmes de déplacement de certains fonctionnaires habitant dans les localités périphériques. Alors, qu'en est-il de cette délimitation? Oui, je pense pas problème, ne pose pas problème. C'est vrai, ça limite les mouvements des personnes et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on a décidé de mettre N'Djamena en quarantaine. C'était de diminuer la densité en fait des personnes. Et nous pensons que N'Djamena est la plus grande ville en fait de notre pays
En plus, aujourd'hui, la maladie est beaucoup signalée en N'Djamena. Nous pensons, en isolant N'Djamena des autres provinces, nous allons contribuer à l'arrêt des maladies de N'Djamena vers les provinces. Et vous savez, aujourd'hui, si nous prenons des mesures comme le couvre-feu à partir de 20h, ou bien empêcher les véhicules qui portent des bus, tout ça, notre objectif, en fait, le fond du problème, ce n'est pas le forme qui est important. Le fond, c'est pour que les gens ne se mettent pas beaucoup ensemble. Et puis aujourd'hui, avec la mise en quarantaine de la ville de N'Djamena, nous pensons que ça va contribuer à la densité, surtout au mouvement des personnes. Oui, nous sommes conscients que nous avons des fonctionnaires, pas seulement des fonctionnaires, nous avons aussi aujourd'hui des institutions, des services qui sont en dehors de N'Djamena. Et comment cela doit faire pour venir à leur lieu de service, par exemple? Vous vous rappelez que nous avons mis l'arrêté en 48 heures après la signature, c'était pour dire aux services concernés, au gouvernement, s'il y a des personnes très urgentes, sans eux, si le boulot ne fonctionne pas, on leur a dit, faites moyen de les amener à N'Djamena. Les autres, ils seront excusés pour leurs absences de 2 semaines. Donc, c'est des mesures, nous pensons aussi, c'est pas agréable à tout le monde, mais c'est la circonstance exige. Et ça serait juste pour ces 2 semaines ou bien ça serait renouvelable? Ça dépend maintenant. Nous allons appliquer les mesures. Le gouvernement a beaucoup de structures. Nous avons les services scientifiques. Nous allons évaluer la situation. Et après ça, s'il fallait continuer ou bien s'il fallait changer la forme, c'est après cette évaluation que le gouvernement va se prononcer. Certains citoyens ont dénoncé quelques agissements des forces de l'ordre dans l'application de ce couvre-feu-là. Que répondez-vous, monsieur le ministre? Oui, c'est vrai, des plaintes. En fait. Nous pensons qu'aujourd'hui, madame, c'est une occasion pour moi aussi de s'adresser à mes compatriotes, que nous sommes dans une phase, dans une situation que notre pays n'a jamais connue. Nous sommes conscients que toutes ces mesures ne sont pas des mesures en fait d'actualité ou des mesures que nous avons connues avant. Mais tout ce que nous vous demandons à la population, l'air n'est pas de se plaindre. L'air est d'appliquer les mesures gouvernementales. Je suis d'accord que les gens en fait se plaignent, disent qu'écoutez, après 20h, si on sort, les policiers nous tabassent, les policiers nous font ceci, nous recensons chaque fois. Mais si on ne sort pas avant 20h, il n'y aura pas de problème. Donc ce que nous conseillons à la population, c'est de ne pas sortir après 20h. Donc l'air est de respecter toutes les consignes sécuritaires et c'est bon pour le gouvernement, pour nous-mêmes et pour la population entière. Le gouvernement malgache a fait don de produits de traitement contre la pandémie à l'État tchadien. Si jamais ces dons arrivent, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez baisser la garde? Non, madame, c'est ça. C'est très important que vous me posiez cette question parce que c'était une préoccupation pour nous depuis hier. Aujourd'hui, nous avons seulement une petite quantité que le gouvernement malgache a mis à la disposition de notre pays. Et sous les orientations de haute hiérarchie, d'après le ministre de la Santé, ces produits seront administrés à personnes malades. Et ce n'est pas beaucoup, apparemment c'est pour 600 personnes. Donc aujourd'hui, ces dons ne nous disent pas que nous allons baisser les cartes. Nous allons être très vigilants, nous allons garder notre cap et ces produits seront testés. Nous avons nos services médicaux sont là, notre structure en fait scientifique est là. Ils vont nous dire, peut-être je ne suis pas de la matière, mais je pense que si les choses marchent, le gouvernement va essayer de commander plus pour que ces maladies soient vraiment utilisées pour toute la population. Aujourd'hui, nous disons à la population c'est de garder les caps et toutes les mesures sécuritaires doivent être respectées. D'accord, monsieur le ministre. Avez-vous un message à l'endroit de vos concitoyens dans le cadre de la lutte contre cette pandémie? Vous m'avez déjà donné l'occasion de passer mes messages, mais je vais les récapituler encore pour dire qu'aujourd'hui, pour faire face à cette pandémie, nous remercions la population. J'ai vu beaucoup de personnes contribuer d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont au Tchad ou bien à l'extérieur,
pour contribuer en fait au gouvernement. Nous le prenons très bien note. Mais ce qui est très important, c'est accompagner le gouvernement, c'est respecter les mesures. Nous demandons plus, nous sommes ouverts comme je disais tout à l'heure, mais éviter les mesures gouvernementales, c'est contribuer en fait au malheur de la population tchadienne. Je donne quelques exemples, madame. J'ai été cet après-midi vers Lamadji où je voyais des gens escorter des corps, en fait, c'est-à-dire des cortèges de corps. Les policiers sont très embêtés parce qu'ils les arrêtent. Après, on laisse seulement les véhicules qui ont les corps. De retour, ils sont obligés de libérer parce qu'ils pensent que la famille a perdu quelqu'un d'eux. Encore, il ne faut pas les arrêter. Aujourd'hui, je leur ai donné l'instruction en fait, de les arrêter, tous ces véhicules, de les amender. Donc, ce qui est très important, c'est de nous aider. S'il y a un mort, 2 ou 3 véhicules suffisent pour aller l'enterrer. C'est dans leur intérêt que le gouvernement a pris ces mesures. C'est pour protéger à eux que le gouvernement a pris ces mesures. C'est valable pour les masques, c'est valable pour autre chose et c'est valable aussi pour d'autres mesures peut-être que nous allons prendre. Nous demandons la contribution de la population et surtout des religieux. C'est vrai, aujourd'hui nous avons interdit les prières en groupe et tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de prier. Les prières peuvent être individuelles, peut être aussi pour des personnes. Donc nous pensons que c'est quelque chose pour l'instant, sauf les mesures barrières, et les prières peuvent aider en fait contre cette maladie, du moment où jusqu'à là nous n'avons pas encore de remède pour cette maladie. Merci madame. Ok, merci. Je rappelle que nous venons de nous entretenir avec le ministre en charge de la sécurité publique et de la défense nationale, le général Mamata Bali Salah. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, c'est à moi de vous remercier pour cette occasion. Merci. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement malgache a fait un don de produits de traitement de Covid-19 à base de l'artémisia à l'État tchadien. Un geste apprécié à sa juste valeur par le directeur général du ministère de la Santé publique qui appelle la population tchadienne au respect des mesures barrières. Je vous propose de le suivre. Comme alternative au traitement avec le protocole actuel, le protocole de professeur Raoul, constitué de la chloroquine et de l'azithromycine. Donc nous voulons aussi essayer de tester le Covid organique malgache. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour demander, parce qu'il y a des gens qui disent qu'une fois que le Covid organique arrive, il faut maintenant cesser avec les mesures barrières. Je voudrais insister que les mesures barrières, nous devons continuer à observer scrupuleusement les mesures barrières. Cette maladie, on peut la combattre avec la responsabilité de chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Et les mesures barrières sont les éléments fondamentaux pour la prévention, pour se protéger, pour protéger sa famille, pour protéger le pays. Donc les mesures barrières, il ne faut pas saluer quelqu'un avec la main, rester à distance d'1 mètre, porter le masque, éviter de se regrouper, parce qu'aujourd'hui vous allez voir que les gens se regroupent sans masque. Il faut porter vraiment les masques, laver les mains avec du savon régulièrement. Ça, ce sont les éléments qui peuvent nous permettre donc de ne pas attraper la maladie, de ne pas transmettre aussi de la maladie. Même si vous portez des masques, les mesures de distanciation, de distance d'1 mètre est capitale. J'insiste encore, les mesures barrières doivent être scrupuleusement observées. En cette période pandémique, les Tchadiens s'adonnent à la consommation des produits tels que le gingembre, le citron et l'artémisia à titre préventif, chose qui entraîne la flambée des prix de ces produits sur le marché. Damguelid Mejuel a fait un tour au marché. Suivez son reportage. S'il y a un business qui va bon train en cette période pandémique, c'est sans nul doute celui de vente de produits tels que le gingembre, le citron, la citronnelle et l'artémisia, connus communément sous le nom de chi. S'il y a aussi une chose remarquable, c'est la flambée des prix de ces produits qui passent du simple au double. Le coro du gingembre qui était autrefois à 2000 francs se vend à 6000 francs aujourd'hui. Celui de l'artémisia passe également de 2000 francs à 5000 francs. Malgré la vente à prix d'or de ces produits, les citoyens ne tardent pas à s'en procurer. Selon eux, ces produits jouent un rôle important dans la prévention et le traitement des maladies virales. Ce sont des choses qu'on utilise avant souvent. J'ai l'habitude de venir chercher. Et avec ces dernières rumeurs
on écoute souvent dans les informations, ils disent que ça renforce le système immunitaire. Et puis, tel que le gingembre, le citron, et en même temps, il y a Artemisia, les chis, quoi. Bon, simplement parce qu'aujourd'hui, par exemple, le produit que les Madagascar nous présente aujourd'hui, c'est sur la base de l'artémisia. Et donc, comme nous avons de l'artémisia chez nous, il vaut mieux s'attraper. Hein. Aujourd'hui, cette crise-là, nous sommes comme quelqu'un qui se noie et qui voit une branche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fera qu'aller attraper la branche en attendant que le secours n'arrive. Donc, nous sommes dans le tâtonnement, si c'est vrai, bon, ça va nous guérir, il n'y a rien à perdre dans ça. Ça permet de prévenir, surtout qu'on conseille la boisson chaude. Je crois que ça peut aider un peu. C'est d'ailleurs pour ça que toute la maison est sous régime de coction avec le gingembre, l'ail, l'oignon, le citron. C'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce qui peut expliquer l'augmentation subite du prix de ces produits? Les commerçantes se justifient. On achète les choses avec le prix cher. On vient ici, les gens viennent nous déranger qu'on réduit ça moins cher parce que l'État a dit qu'on diminue les choses. On diminue au marché, c'est pas diminuer. On vient ici, nous sommes les détaillants. On détaille avec eux, maintenant c'est au moins cher. On prend là-bas, c'est comme si nous sommes en train de faire cassara encore. Tu restes à la maison, tu ne trouves rien à manger. Tel que gingembre, là, on nous amène ça de l'étranger. Ici, on ne laboure pas. Et ici, on ne laboure pas, on nous amène, c'est par rapport à la route. La route, là, c'est fermé. C'est pourquoi ils ont augmenté le prix des gingembre. Et ce citron, maintenant, là, il n'y a pas la pluie, il ne pleut pas. On nous amène ça d'Abéché. Ça, c'est citron de l'autre d'Abéché, maintenant qu'on vend. Et c'est moins cher. Ça, tout ça, même ça, c'est le problème de déplacement. Que les gens augmentent le prix des choses. S'il est vrai que la supériorité de la demande peut influencer sur le prix de l'offre, avec cette crise qui touche considérablement le panier de la ménagère, les commerçants, grossistes comme détaillants, ne peuvent-ils pas faire prévaloir l'esprit du juste prix, ceci par responsabilité sociale, à chacun sa conscience. Coronavirus, toujours la maladie, fait ces derniers temps beaucoup de rage au Tchad. Pour savoir la situation des patients souffrant de maladies cardiovasculaires par rapport à cette maladie, notre reporter Kadnouba Théophile s'est adressé aujourd'hui au docteur Nabi Damgué Témoin. Il est cardiologue, membre du comité scientifique contre la pandémie. Je vous propose de l'écouter. Les patients souffrant de maladies cardiovasculaires sont susceptibles de développer les formes sévères de leur maladie à Covid-19. Ce qui fait que le taux de mortalité dans ce groupe de population souffrant de maladies chroniques et de maladies cardiovasculaires en particularité est très élevé. Les mécanismes qui peuvent expliquer cela sont très complexes. Mais on peut retenir un seul élément, c'est que les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires de façon générale ont du mal, leur cœur a du mal à apporter le sang chargé d'oxygène aux différents tissus de l'organisme. Alors, la maladie Covid-19, qui est responsable d'une défaillance du poumon, va faire que les poumons vont avoir du mal à se charger en oxygène. Et partant de là, l'oxygène mis à la disposition des tissus va être également différent, ce qui va faire que le fonctionnement des différents organes va être compromis. Grossièrement, c'est ce qu'on peut retenir. En cette période de pandémie de Covid-19, c'est de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter autant que possible d'interagir avec les personnes susceptibles d'être infectées à SARS-CoV-2. Ceci passe par le respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays. Au
niveau du service de cardiologie, nous avons essayé de mettre en place une petite organisation pour essayer d'aider les malades à passer ce cap. Alors, tous les malades stables, nous préconisons, nous insistons sur le respect des prescriptions médicamenteuses que nous les avons faites au préalable. Il ne faut pas interrompre le traitement. Ceci leur permettra de rester stable autant que possible. Les rendez-vous ont été reportés pour des dates ultérieures. Pour les malades instables, nous les préconisons de prendre attache directement avec le médecin traitant ou avec les surveillants des structures sanitaires dédiées afin qu'ils puissent organiser une consultation particulière. Il ne faut pas que le malade vienne et passe du temps à l'hôpital. Il faut que cette nouvelle organisation soit fluide afin que le malade puisse arriver et être vu rapidement et pouvoir retourner chez lui. L'opération de distribution de masques initiée par la plateforme Le Tchad d'abord se poursuit dans la capitale de N'Djamena. Ce matin, ce sont les usagers j'y arrive des communes du 2e et 4e arrondissement qui ont eu ces masques. Chose vue et entendue avec Kalia Gavoutna. N'Djamena et un masque, c'est l'objectif que vise la plateforme Le Tchad d'abord à travers cette opération de distribution gratuite des masques. Après les usagers de la voie publique des communes du 5e, 6e et 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, c'est le tour de ceux du 2e et 4e d'en bénéficier. Les passants ne disposant pas de masques de protection contre le Covid-19 en ont bénéficié gracieusement. Pour accompagner cette initiative de la plateforme Le Tchad d'abord, Cadre Salekana a rejoint l'équipe de la plateforme sur le terrain pour appuyer cette initiative citoyenne en mettant à sa disposition 2000 masques pour contrecarrer la propagation de la pandémie dans la capitale. J'ai apporté mon modeste contribution à l'association Tchad d'abord parce que je les ai suivis avant-hier en train de distribuer les cache-nez sur la route comme maintenant. Et ils ont fait appel à toute personne de bonne volonté. Je me suis dit pourquoi pas venir renforcer Tchad d'abord. Le coordonnateur de la plateforme Le Tchad d'abord s'est réjoui du fait que l'appel lancé par sa plateforme est un écho favorable auprès des bonnes volontés. Donc une grande partie des cache-nez que nous avons confectionnés, c'est déjà réparti sur le terrain. Il nous reste actuellement 4 communes. Et les 4 communes, ce sont des communes les plus vastes de nos capitales. Aujourd'hui, Dieu merci, on est sur le terrain. Et on était surpris par notre frère Kadr Saleh. Il vient de nous accompagner avec 2000 cache-nez. Donc je lance un appel à l'endroit de toute personne de bonne volonté de venir nous accompagner. Pour la réussite de cette opération, la plateforme Le Tchad d'abord a déployé plusieurs équipes sur les grandes artères des communes retenues. L'actualité de ce dimanche est marquée également par les activités dans nos provinces. À Abéché, dans la province du Wadaï, la Fondation Grand Cœur, à travers son point focal, a distribué des masques à la population. Suleiman Ousmane Bougaï. La distribution de ces masques s'inscrit dans le cadre de lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le Wadaï. Le point focal de la Fondation Grand Cœur dans le Wadaï, Mohamed Ahmad Taha, a laissé entendre que par ces gestes, la Fondation Grand Cœur vient soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Le représentant du délégué sanitaire du Wadaï, Mohamed Adoum Dungous, a remercié la Fondation Grand Cœur pour ces gestes en faveur de la population. Il a aussi demandé aux uns et aux autres de respecter les mesures barrières prises par le gouvernement afin de bouter hors de la province cette pandémie. Président de la cérémonie, la maire première adjointe de la ville d'Abéché, Khadija Assama Issa, a trouvé que la distribution de ces masques vient à point nommé. Pour elle, le port de masques demeure un moyen sûr de protection contre cette pandémie. C'est pourquoi elle a lancé un vibrant appel aux autres organisations à suivre l'exemple de la Fondation Grand Cœur en faveur de la population. Le représentant de Rakchaman, Abdelbaghi Mohamed, a remercié la Fondation Grand Cœur à travers elle, sa présidente Hinde Debitno, pour ce geste en faveur des Rakchaman qui sont, dit-il, les plus exposés à cette pandémie.
Dans la province de l'Enedi-Est, la Fondation Grand Cœur offre 600 cache-nez aux populations. Ces masques ont été réceptionnés par le gouverneur de la dite province, Ahmad Kardayo Hissène. Précision avec Hassan Lamy. 6 000 masques offerts par la Fondation Grand Cœur à la province de l'Enedi-Est pour barrer la route à la pandémie à coronavirus. Ces outils nécessaires à la lutte contre le Covid-19 ont été confectionnés au centre de formation d'Amdjaras, un centre de formation qui existe depuis janvier 2019 et parrainé par la Fondation Grand Cœur. L'occasion a été propice aux représentants du point focal de la Fondation Grand Cœur de relever la mission de son ONG. Selon Dingamro Bienvenu, son association se fixe comme objectif d'aider des personnes démunies. Le délégué sanitaire de l'Enedi-Est, Rimtembaï Diasna, a souligné pour sa part que ce cache-nez arrive au bon moment car la menace de la maladie à coronavirus est palpable. Réceptionnant ces dons, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ahmad Kardayo Hissène, a dit merci à la bienfaitrice. Voudrais-je me réjouir de cette aide qui est venue au point nommé, car en cette période de crise sanitaire due au Covid-19, la disponibilité de ces kits constitue un ouf de soulagement. Le gouverneur a par ailleurs exhorté la population au respect des mesures barrières pour bouter le coronavirus hors du Tchad. Voilà, comme vous l'avez constaté, c'était plutôt 6 000 cache-nez qui ont été distribués par la Fondation Grand Cœur à la population. En cette période du mois saint de Ramadan, l'organisation Ayadi pour le développement et l'Assemblée mondiale pour la jeunesse islamique section Tchad mutualisent leurs efforts pour donner du sourire aux populations démunies. Des sacs de vivres ont été distribués à cette couche. Précision avec Thomas Ousmane Djali. L'organisation Ayadi pour le développement, en collaboration avec l'Assemblée mondiale pour la jeunesse islamique, Kwami section Tchad, affiche leur volonté d'aider les couches défavorisées de la capitale. Cette volonté s'est traduite par la distribution de 1100 paquets alimentaires aux ménages les plus démunis en ce moment de Ramadan. Un geste qui vient à point nommé au moment où le Tchad, à l'instar du monde entier, fait face à la pandémie du coronavirus, à entendre le président de l'organisation Ayadi. Il s'agit d'un projet de distribution de 1100 paquets ou colis destinés aux familles nécessiteuses en N'Djamena. Donc ceci vient en appui aux initiatives louables entreprises par le gouvernement du Tchad. Nous, en tant qu'ONG internationale et partenaire de l'État tchadien, nous n'avons jamais ménagé un effort dans le but de venir en aide aux personnes nécessiteuses sur toute l'étendue du territoire national. Pour son collaborateur Youssouf Ali Babikir, directeur exécutif de l'Assemblée mondiale pour la jeunesse islamique du Tchad, l'institution qu'il dirige a toujours milité pour le bien-être des couches vulnérables. Il souhaite par ailleurs que ces dons touchent les personnes ciblées. Cette opération de bienfaisance va se poursuivre dans toute la ville et les périphériques de N'Djamena. Et c'est là pour une durée d'une semaine, conclut le président de l'organisation Ayadi pour le développement. Sachez également que le nouveau commandant de la zone numéro 2, le général Yaya Siro, a été installé dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie d'installation du nouveau zone a été installée par le chef d'État de l'armée de terre, deuxième adjoint, le général de brigade Ismaël Ibrahim Assabala, en présence de plusieurs autres officiers des forces de défense et de sécurité. Récit Habib Ahmad Adam. Nommé par décret 301 du 19 avril 2020, le nouveau Comzone numéro D, Yahya Siro, remplace à ses postes le général de brigade Mohamed Suleiman Ali, nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Il est représenté dans cette cérémonie par le Comzone adjoint, le colonel Ousmane Déby Anguir. Après le passage en revue des troupes par le gouverneur, s'en est suivi la remise de l'étendard au nouveau Comzone
pour symboliser son installation définitive. Juste après son installation, le nouveau Comzone s'est passé à l'acte en procédant au commandement de la troupe. Armes. Présentez. Armes. À la disposition du commandant de troupe. Le chef d'état-major de l'armée de terre, deuxième adjoint, le général de brigade Ismail Ibrahim Hassaballah, a demandé aux éléments de la zone numéro 2 de reconnaître désormais le général Yahya Siro comme leur chef et lui doivent de l'obéissance en tout ce qu'il leur recommandera. Ensuite, deux communautés dans la zone d'Oum Adjer ont signé un protocole d'accord de réconciliation. La signature a eu lieu en présence du secrétaire général de la province du Bata, Saleh Agara Tidjani, en présence des autorités traditionnelles. Mamata Djibrin Al-Hour. Télé est une localité située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville d'Oum Hadjer. Elle est l'objet d'un litige entre les communautés d'Arsalim et Massalat depuis près de 6 ans. Ce qui a fait que l'administration a suspendu toute activité agricole sur cette terre litigieuse. Mais à l'approche de la saison des pluies et par crainte de nouvelles tensions, le gouverneur du Bata a dépêché une forte délégation conduite par le secrétaire général de la province, Saleh Agara Tidjani, pour tenter de trouver une issue à ces conflits. C'est ainsi qu'après Hadjer, la délégation s'est rendue à Télé, localité objet des litiges. Ici, après toute une journée de dialogue séparé, piloté par le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Agara Tidjani, en présence du procureur de la République près le tribunal d'Oum Hadjer et quelques chefs de canton. Les deux parties ont enfin accepté de fumer les calumets de la paix et de signer un protocole d'accord définitif. Le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Agara Tidjani, s'est félicité de ce dénouement heureux et a appelé les deux parties à respecter leur engagement. Les membres de la SOUCENI, entendue Commission électorale nationale indépendante de la ville de Pala, chef-lieu de la province du Mayukebu-Ouest, ont été installés en début de ce week-end. Les précisions avec Doba. Je le jure. Ce sont les membres de la Commission électorale nationale indépendante des communes de Pala, Lamé et Torok qui ont prêté serment en présence du délégué de la CENI pour le Mayukebu-Ouest, Jules Maïgoto, et le président de la CENI provinciale du Mayukebu-Ouest, Zebdan David. Issus des différents partis politiques implantés dans les circonscriptions, ces membres de CENI communales sont désormais chargés d'organiser les élections locales à venir, dans l'impartialité et la transparence conformément au code électoral. Après la lecture de leur acte de nomination par le greffier en chef et la prestation de serment, ces désormais présidents et membres de la CENI communale de Pala, Lamé et Torok ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions par le procureur près le tribunal de grande instance de Pala. Et puis, inauguration à Sar, chef-lieu du Moyen-Chari des marchés de bétail, une initiative des chefs traditionnels de la dite province. C'est le préfet du département de Barko qui a présidé la cérémonie. Dieudonné Koutou. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du chef traditionnel de Sar, Mamat Moussa Besso, de quelques autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que quelques éleveurs. Coupure de ruban, visite de l'espace du marché de bétail et celle d'un forage d'eau ainsi qu'un bureau de coordination ont été les temps forts de l'inauguration de ce marché. Ce nouveau marché de bétail est l'initiative de la chefferie traditionnelle en partenariat avec la coopérative des éleveurs de Sar et un enclos construit en briques cuites de 2500 mètres carrés de superficie et qui peut contenir plus de 1000 têtes d'animaux de bovins. Le préfet du département du Barko, Nadita Louise Makia, s'est dit comblé de joie avant de demander à tout un chacun de le développer et de l'entretenir, mais aussi de veiller aux recettes de ce marché. Car pour elle, l'élevage et la culture constituent les deux mamelles du développement du Tchad. Quelques bénéficiaires se disent satisfaits d'avoir un nouveau marché de bétail avec un espace pour les animaux bien clôturés. Notons qu'à la fin de cette cérémonie, le chef traditionnel de Sar, Mamat Moussa Besso, a prodigué des sages conseils aux bénéficiaires sur l'entretien et le bien fondé de ce marché. Il a aussi demandé à tout un chacun
de respecter à la lettre les mesures barrières pour stopper la chaîne de la propagation du coronavirus. Assar. Et puis cette nouvelle, avant de nous séparer, est décédé des suites d'une maladie. Les obsèques de Ngarbe Yves ont eu lieu ce matin à son domicile au quartier Walia, dans la commune du 9e arrondissement. Journaliste de formation, il a servi comme présentateur des journaux à la radio-diffusion nationale tchadienne, rédacteur en chef à la RNT, directeur des publications et coordonnateur des programmes à la radio FM Liberté. Le défunt est décédé alors qu'il est en service comme inspecteur au ministère de la Communication. Il a été inhumé ce matin au cimetière de Toukra. Va en paix. La direction de l'ONAMA présente ses sincères condoléances à la famille endeuillée. Voilà, notre reporter Vareladje a tendu son micro à quelques journalistes à la radio-diffusion nationale tchadienne. Suivez leur témoignage. Il y avait lui, il y a Magla, Dildo. Ce sont les deux personnes là qui m'ont formé dans la production. Avec Yves, si tu travailles pendant une semaine ou un mois sans connaître la production, si aujourd'hui je fais la production, je dis que je remercie Yves Garbet et Maglan Dildo. Quand moi et Abdoulaye Toche, on était arrivés, parce que moi j'étais d'abord, les Toches sont arrivés en tant que les licenciés, moi j'étais comme un bachelier encore en son temps, donc j'étais un pigiste en 88-9. Voilà tout ce que j'ai gardé de Yves. Mais au niveau de quartier, chaque fois quand il me trouve, quand on se rencontre, c'est d'une manière fraternelle. Voilà que le destin a voulu autrement. Ce sont des gens qui doivent encadrer les jeunes dans le métier du journalisme. Mais le destin a décidé autrement. Yves, c'est un journaliste confirmé. Et c'est quelqu'un qui aime partager ses connaissances avec les autres. Je me rappelle, dans les années 2000, on avait encadré les jeunes frères à l'université de N'Djamena, au département de la communication. Et tous ceux qu'on a encadrés sont devenus maintenant des encadreurs eux-mêmes, ils sont devenus des responsables et ça nous fait plaisir. Et chaque fois qu'on se rencontre avec lui, on en parle. Lui, il a continué avec la formation des jeunes dans les universités de N'Djamena. Donc c'est quelqu'un qui, au niveau des relations humaines, est sans problème. Il a beaucoup d'amis. Sincèrement, comme j'ai l'habitude de le dire, l'un des rares journalistes de formation classique qui vient de nous quitter. C'est une formation patronnée par les Canadiens et les Français. Nous, on était à l'école de journalisme de Dakar et lui, ils étaient à Yaoundé. Mais en ces temps, ces deux écoles-là étaient supervisées par les Canadiens et les Français. Et vraiment, le vide qu'il a laissé est très grand. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ces témoignages que se referme cette grande édition de ce dimanche 10 mai 2020. Merci de l'avoir suivi et surtout prenez bien soin de vous. Bonsoir.